Mon grand invité aujourd'hui, donc Stéphane Distinguin, est un entrepreneur à succès, fondateur dirigeant de l'agence d'innovation Faber Novel. Il a notamment cofondé Digitic, qui est la principale plateforme de billetterie en ligne rachetée par Vivendi, dirigé le NUMA ou encore Silicon Sentier, l'association au cœur de la scène tech parisienne. Il a été membre du Conseil national du numérique, présidé Cap Digital, le premier cluster numérique européen, et aussi la grande école du numérique qui forme plus de 10 000 personnes par an au métier du numérique avec un accent particulier sur la mixité et la diversité. Et en ce début d'année 2022, il publie cet essai « Et si on vendait la Joconde ?» publié chez JC Lattès, qui est en fait une question provocatrice, mais surtout un prétexte pour nous faire découvrir le marché de l'art, cette économie particulière de la création, et puis aussi des futurs possibles qui passeraient par un plan de relance pour la création. Bonjour Stéphane Distinguin. Bonjour Delphine. Merci beaucoup d'être avec nous. Et si on vendait la Joconde, vous racontez qu'en fait cette question vous est venue devant le Louvre. On était en plein confinement en avril 2020. Le marché de la production culturelle était totalement à l'arrêt à ce moment-là. Et on était tous finalement devant Netflix à consommer un peu différemment la culture. Est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que cette ultra-consommation de produits fournis par des plateformes numériques américaines pose des questions vis-à-vis de notre regard de la culture, vis-à-vis du marché, de l'économie, de la création ? Bien sûr qu'elle pose des questions. D'abord parce qu'elle a bouleversé en fait nos modes de consommation et qu'on n'est pas tous égaux face à ces modes de consommation. D'abord, il y a l'âge. Une étude est sortie récemment qui rappelait que, pour parler d'un art un peu différent, mais la musique, oui. Les salles de concert, l'âge médian, donc celui qui sépare en deux en fait, le nombre de personnes dans une salle, est passé pour ces salles de concert de 31 ans, une petite trentaine, à 61 ans, en les deux 81 à aujourd'hui. Donc en 40 ans à peu près, on a comme ça quasiment doublé l'âge en fait des personnes qui sont présentes dans une salle de concert. Donc ça veut dire que la nouvelle génération va moins sortir. Elle va moins sortir parce elle va moins au cinéma, elle va évidemment plus sur Netflix. Elle a aussi, on s'est beaucoup amusé et beaucoup de médias ont repris le sujet. Vous savez, vous avez entendu parler du Pass Culture qui est en fait qui permet aux jeunes d'accéder à la culture. C'est une mesure qu'on a importée d'Italie, qu'il a mis en place depuis maintenant quelques années, et où on se rend compte que les 12 premiers biens culturels achetés par des jeunes donc à 18 ans, c'est des mangas, les 12 premiers. Et vraiment, loin de moi l'idée de dire il ne faut pas regarder Netflix, les mangas c'est mal, c'est pas du tout le sujet. Oui, il n'y a pas une bonne et une mauvaise culture. Vraiment pas. Vraiment pas. Mais c'est vrai que ça pose la question de comment on produit, comment on distribue, comment on diffuse, comment on accède à la culture aujourd'hui, et quelle est cette culture. Donc cette caution... Et donc c'est plutôt une culture étrangère aujourd'hui finalement, comme vous citez les mangas ou encore Netflix. C'est un bon point. Elle est effectivement étrangère parce que on a peut-être choisi d'avoir la Joconde, qui est une œuvre globale. Donc les gens viennent du monde entier. On a cette chance extraordinaire d'avoir un tableau comme ça qui justifie que au moins 3 millions de personnes viennent au Louvre chaque année pour la voir, rien qu'elle. Donc ça fait des millions de personnes et peut-être des dizaines de millions de personnes depuis des années. Donc c'est un succès international. Donc on a aussi notre part de globalisation et d'accès à cette culture internationale. Mais c'est vrai que peut-être d'autres sujets de production, je parle beaucoup de la Corée du Sud, qui est pour moi une grande source d'inspiration, et puis qui évite aussi de parler que des États-Unis, de Netflix, d'Hollywood. Donc la Corée du Sud récemment, avec Squid Game, dont vous avez entendu certainement parler. La série vraiment événement de la fin de l'année 2021, diffusé sur Netflix, avec un groupe comme BTS, donc qui est le plus grand groupe de pop des dernières années, sans l'ombre d'un doute. La K-pop, qui est vraiment qui est un groupe qui remplit des concerts, qui soient réels ou virtuels, en l'espace de quelques minutes. Ou même Bong Joon-ho, Parasite, donc qui pour le coup, est peut-être un petit peu plus... Donc là, on est dans le cinéma. Dans le cinéma, et puis dans le cinéma, je veux dire, de cinéma vraiment pour cinéphiles, puisqu'on parle d'un film qui a réuni des prix comme c'est quasiment jamais arrivé. C'est le premier film non anglophone à gagner l'Oscar du meilleur film. Donc qu'est-ce qu'ils ont trouvé ? Qu'est-ce qu'ils ont inventé
et quelle est leur méthode en fait pour pouvoir comme ça arriver à diffuser des créations artistiques dans le monde entier et c'est aussi ce que j'essaye de démontrer dans le livre. Ce que je trouve fascinant, c'est que cette création artistique, elle ne s'arrête pas là. C'est magnifique déjà, mais il faut quand même savoir que la Corée du Sud est le seul pays au monde à avoir un excédent commercial avec la Chine. Et donc, on sait tous que c'est pas évident d'avoir un excédent commercial avec la Chine en début du 21e siècle. Et vous faites ce lien entre l'effervescence culturelle, la puissance même culturelle et la puissance économique. Elle est évidente. Et c'est aussi pour ça que je reviens à ma chère Joconde. C'est pour ça que la Joconde aussi est fascinante, parce que c'est une œuvre d'une époque. C'est une œuvre de la Renaissance, et c'est ce moment particulier dans l'histoire, avec un grand H, où une famille, les Médicis, a inventé beaucoup de choses. Alors pas que, mais enfin le commerce, la comptabilité, qui a permis d'inventer des banques. Ces banques ont financé en fait des activités, qui ont elles-mêmes en fait créé des industries, qui ont fait appel à des artistes, qui étaient d'abord que des artisans, et tout ça, ce qu'on appelle aujourd'hui un écosystème, et vous êtes très très habitué à ces sujets-là quand vous parlez de la French Tech, quand vous parlez c'est ça qui me fascine, c'est comment est-ce qu'on crée un écosystème créatif, et dans un écosystème créatif, on trouvera au même endroit des artistes, des entrepreneurs, des chercheurs, et c'est ça en fait qu'il nous faut aujourd'hui, et c'est ça qui est, à mon avis, la réussite. Alors, et vous dites, vous voulez sauver le monde de la culture pour permettre aux artistes de continuer à écrire notre futur. C'est eux, aujourd'hui, vous pensez qu'ils peuvent écrire notre futur, des futurs différents ? Moi, j'en suis archi persuadé. Ça faut chacun, je ne sais pas si c'est névrose, mais chacun. Enfin, moi, je suis entrepreneur et je connais mes limites. C'est-à-dire que je pense que les entrepreneurs ont une part importante dans la conception et la distribution du futur. Vous savez, il y a une phrase qui m'habite et que je dis au moins une fois par jour, qui est la phrase d'un auteur de science-fiction qui s'appelle William Gibson, qui dit que le futur est déjà là, mais qu'il n'est pas distribué de manière équitable. Et donc, je pense que la responsabilité d'un entrepreneur, c'est justement de réussir à trouver où est le futur, essayer de le distribuer le plus équitablement possible, et d'en faire une activité qui peut être une activité commerciale, mais qui a pour vocation d'abord de distribuer de façon équitable. Mais ceux qui inventent le futur, ceux qui le prédisent, ceux qui l'identifient, c'est souvent les artistes. C'est la capacité de créer de nouveaux imaginaires. Quel rôle joue la technologie ? Parce que vous l'évoquez à travers différents chapitres, mais plus particulièrement vers la fin, où vous parlez du potentiel d'Internet, vous explorez aussi les expériences autour des NFT, c'est-à-dire une nouvelle façon en fait, de concevoir une œuvre dans le monde numérique. Quel rôle joue la technologie aujourd'hui dans cette possibilité de créer de nouveaux imaginaires, de nouveaux futurs ? Ce sont juste des outils. À chaque fois, je vais partir, si vous m'y autorisez, je vais partir de la Joconde, qui est une offre aussi, qui est une offre technique. Ce qui fait la magie de la Joconde, et ce qui nous attire depuis des siècles maintenant, c'est justement parce qu'il y a une technique très particulière derrière la Joconde. Alors là, on la voit fondre. Ça, c'est le NFT que vous avez acheté ? Oui, tout à fait. C'est moi, ça, Fano. Oui, j'ai décidé d'aller au bout de mon exercice et de collectionner quelques NFT qui parlent de la Joconde. Et donc, pour revenir à la technique, elle permet énormément de choses aujourd'hui, cette technique. On sait bien, c'est votre sujet, il faut en parler toutes les semaines, qu'elle transforme les usages, les industries, les métiers. Et que donc, elle a transformé le métier d'artiste, puisque aujourd'hui, regardez David Hockney, par exemple, maintenant produit ses œuvres depuis son iPad. C'est toutes les dernières œuvres qu'il a produites, et c'est aujourd'hui l'artiste vivant considéré comme le plus cher au monde. C'est un titre qui vaut ce qu'il vaut, mais c'est son titre. Donc, il produit numériquement, et on sait tous qu'aujourd'hui, produire un film, la création graphique, la création musicale, Björk, depuis des années, qui produit toute seule dans sa cuisine ou ailleurs, parce qu'en fait, elle a les outils. Donc le
métier d'artiste a évolué. La distribution a grandement évolué. Si vous évoquiez en introduction que l'émission serait possible à suivre sur les réseaux sociaux, ces réseaux sociaux sont là. Être artiste aujourd'hui sans bénéficier d'Instagram, c'est compliqué. Donc il y a tous ces sujets de diffusion. Et puis après ça, il y a peut-être des domaines qu'on n'envisage pas du premier coup, mais qui sont totalement bouleversés. Par exemple, et ça je trouve ça fascinant dans ces recherches que j'ai pu faire pour ce livre, c'est qu'on n'imagine pas à quel point, par exemple, des métiers qu'on appelle les attributionnistes, donc les personnes à qui on va présenter une œuvre en leur disant est-ce que ce serait pas un Vinci, un Goya, un Picasso, vont être plus sollicités grâce à Internet et grâce aux photos qu'on peut prendre avec n'importe quel téléphone. C'est-à-dire que maintenant, c'est un exemple que j'adore, et je ne sais pas que les gens qui nous regardent maintenant vont regarder différemment, vont peut-être plus encore aller visiter leur grand-mère et regarder les toiles qui sont sur ces murs. C'est qu'en 2017 ou 2018, devant la cuisine d'une grand-mère de Compiègne, on a retrouvé un tableau de Cimabue, donc un primitif, donc un peu avant la Renaissance. C'est le record de vente en salle de vente de l'année 2019, je crois, et c'était un tableau qui était complètement, comme là, cette vieille dame ne savait pas du tout ce qu'elle avait au mur, et ça, c'est quelqu'un qui a pris une photo, qui a dit est-ce que ça vous intéresse, et puis un commissaire-priseur qui a dit ça me peut-être que, et puis la photo, et puis vous savez comment forward un email, et donc ça aussi, ça a grandement fait évoluer en fait le marché de l'art, parce qu'il y a plus d'œuvres disponibles, plus d'acheteurs aussi, et plus d'experts qui peuvent aujourd'hui les authentifier. Mais alors ce marché de l'art, il est quand même très chahuté justement par l'arrivée des NFT, donc c'est une façon en fait de vendre une œuvre numérique de manière exceptionnelle, d'en créer en fait une œuvre unique qui va être rattachée à un certificat d'authenticité et de propriété, mais ça n'empêche pas cette œuvre d'être partagée quand même sur Internet. Et pour autant, les montants sont complètement incroyables de vente de ces œuvres. Est-ce qu'on est pour vous dans une bulle spéculative? Est-ce que c'est justifié aujourd'hui? Quand on voit The First 5000 Days de Every Days de Beeple qui s'est vendu 69,3 millions de dollars par la maison d'enchères Christie's, est-ce que ça vous semble justifié? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est la question. Et pour y répondre, déjà, je vous dis quelque chose, c'est que vous disiez que le marché est bouleversé, mais le marché des ventes aux enchères d'œuvres physiques a augmenté avec Internet. Et ça encore, comme toutes les autres activités sur Internet, en ligne, ça a été grandement développé pendant les confinements et pendant la crise sanitaire. Donc aujourd'hui, l'impact d'Internet n'est quasiment que positif sur les ventes. Oui. Donc, et avant même de parler de biens immatériels, de NFT, les biens matériels ont eux-mêmes bénéficié en fait, de cette transformation et de cet accès en fait, au numérique. Petite parenthèse, je pense que ça intéressera nos personnes qui nous regardent, nous écoutent. C'est que c'est un domaine qui est surprenant parce que c'est un domaine très globalisé et dans lequel les acteurs français sont plutôt forts. Les deux plus grandes maisons, vous avez fait référence à Christie's, qui appartient à Pinault, qui vient d'ouvrir sa fondation à Paris récemment, et Sotheby's a été racheté par Drahi. Donc c'est aussi des domaines dans lesquels on retrouve des Français et de grands entrepreneurs de domaine du luxe ou du domaine de la tech, qui ont très bien compris en fait comment s'emparer ces sujets, parce que c'est des sujets qui sont de plus en plus des sujets de luxe et des sujets de tech. Donc ces sujets sont plutôt vraiment bien lancés, et c'est des maisons qui sont des maisons extrêmement puissantes et qui ont compris qu'en fait il y avait un autre marché. Parce que, dernier point pour enfin répondre à votre question, c'est que le marché des NFT aujourd'hui est presque équivalent au marché de tout l'art sur l'année dernière. C'est complètement fou. Mais il ne l'a pas remplacé, il ne l'a pas écrasé. Il s'est mis au niveau. C'est ça qui est assez fou. Alors, si vous me posez la question de savoir si aujourd'hui il y a de la spéculation, est-ce que Beeple
mérite d'arriver sur le podium ou à la marche ou la 4e marche du podium des artistes les plus chers contemporains avec des Kunz ou Hockney. Tout le monde aura un avis sur Kunz ou Hockney d'ailleurs, hein, Oui. donc ça chacun pourra dire est-ce que l'œuvre le mérite ou pas. Je ne suis pas tout à fait persuadé, pour être honnête, mais je pense que c'est une tendance qui est là pour durer. Est-ce qu'elle est surestimée aujourd'hui? Sans doute, mais il ne faut pas oublier. Et c'est pour ça que les personnes qui créent ce marché sont déjà des personnes qui ont gagné énormément d'argent sur la phase précédente qui était celle des cryptos. Donc qui quelque part réinvestissent dans une nouvelle phase. Et quand l'œuvre de Beeple est achetée l'équivalent de 69 millions par un collectionneur, c'est lui-même un entrepreneur des cryptos. Et donc il a dû investir à un moment où ça ne lui a pas coûté 69 millions de pouvoir acquérir cette œuvre. Voilà. J'espère vous répondre. Mais donc, il y a sans doute spéculation, mais l'argent vient d'ailleurs. Et je pense que c'est une tendance qui est là pour durer. J'ai d'autres questions sur le numérique. Est-ce que ça change dans la culture? Il y a ce mouvement de la cancel culture que vous abordez également, et avec lequel vous êtes plutôt à l'aise finalement, hein, cette possibilité finalement de décider, de supprimer, d'effacer des artistes ou des œuvres parce que ils sont voués aux gémonies. Vous dites, après tout, pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui, pourquoi pas, en fait. Pourquoi pas, évidemment. Mais ça a toujours été le cas. C'est-à-dire qu'on s'est toujours posé des questions sur le fait de montrer des œuvres. Et elles ont. Après ça, c'est vrai que c'est plutôt des régimes totalitaires qui, à certains moments, ont décidé d'effacer. Ce qui vous plaît là-dedans, c'est que c'est aussi une démarche créative. C'est que finalement, ça permet de repenser notre culture. Moi, je pense que c'est un peu. Cette question un peu sacrilège de vendre la Joconde et de dire est-ce qu'on n'a pas l'occasion de passer à autre chose? Est-ce qu'elle ne nous encombre pas? Je pense qu'effectivement, il faut peut-être réussir à penser à la culture comme quelque chose de peut-être un peu plus vivant, plus dynamique, et que quand il y a eu ce débat que j'ai trouvé vraiment très étonnant à Rouen, vous savez, c'est comme si on avait à choisir entre une statue de Napoléon qu'on a beaucoup critiquée ces derniers temps pour des aspects très sombres qu'on présenté assez peu. Moi, j'ai pas appris à l'école Napoléon comme on nous l'a présenté récemment, et c'est aussi faire œuvre d'histoire que de rappeler que dans le contexte d'aujourd'hui, le féminicide, l'esclavage sont absolument impossibles. C'est pas possible de soutenir un personnage public, un héros, et d'en faire un héros en considérant ces points-là. Donc il faut aussi les mettre en perspective, donc ne pas oublier, et avoir une statue, ça peut être aussi se rappeler des points positifs et qui à glorifier, et puis de ceux qui le sont beaucoup moins. Donc je pense que c'est une première chose. Donc par rapport à ça, je pense que l'acte en fait qui est derrière reconsidérer ces œuvres à l'aune d'un contexte qui est celui d'aujourd'hui me semble pas du tout un point évacué. Je pense qu'il faut vivre avec, et bien vivre avec, et que après, quand je reviens à Rouen, la question c'était est-ce qu'il ne faut pas mettre une statue de Gisèle Halimi? Oui. Qui, pour le coup, est une figure de la libération des femmes, comme vous le savez. Pourquoi est-ce qu'on a à choisir? Pourquoi est-ce que, je pense qu'il y a suffisamment d'endroits et de places à Rouen pour ne pas avoir à dire aux gens est-ce que vous voulez un Napoléon ou une Gisèle Halimi? Donc de ce point de vue-là, la création, faire appel à les artistes, ouvrir l'espace public de faççon à créer aussi de nouvelles figures. C'est finalement ne rien s'interdire. On n'a plus beaucoup de temps, ça passe très vite. Je voulais aussi vous poser cette question parce qu'à la fin, vous dites quand même très rapidement, de toute façon vendre la Joconde, c'est pas possible. C'est un exercice intellectuel, c'est vraiment une façon de comprendre comment fonctionne le marché de l'art. C'est très très riche, c'est très bien expliqué dans votre ouvrage. Mais quand même, vous essayez d'évaluer. Alors vous dites, on pourrait estimer qu'à peu près on en tirerait 50 milliards d'euros d'ailleurs, ou de dollars, je ne sais plus. D'euros. Et avec ces 50 milliards, donc votre idée, c'est de réinvestir dans un plan de relance pour la création, par la création. Vous pensez que ce serait plus efficace que d'investir ces milliards dans des plans de technologie, de deep tech, de quantique, par exemple?
Bah, c'est un peu ce que je vous ai dit à l'instant sur la cancel culture, c'est que ne m'en voulez pas, hein, je veux vous dire qu'il faut faire les deux, évidemment qu'il faut faire les deux. Mais moi je pense que l'investissement primordial, celui le moins important et celui qui peut rapporter le plus, et quand je vous dis primordial, c'est celui qu'il faut mettre avant les autres. Je vous ai parlé de la Corée, hein, oui. qui réussit à exporter des microprocesseurs et beaucoup d'autres choses après avoir cette politique culturelle et de création. Moi je suis persuadé qu'il faut commencer par la culture. Ça, c'est vraiment une de mes grandes convictions. Avant la French Tech, vous nous mettez la Creative Class, cet écosystème autour de la création. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de French Tech sans Creative Class. Donc c'est une thèse d'un chercheur qui s'appelle Richard Florida, et que donc cette Creative Class, c'est ce que je vous disais, un peu comme dans les ateliers de la Renaissance, un endroit dans lequel vous avez rencontré vraiment la diversité de la création, et que ces personnes ont besoin de se retrouver et d'être ensemble, et que si vous avez cette diversité dans un écosystème, cette créativité, vous aurez in fine en fait des microprocesseurs, de la physique quantique qui permettent de faire une power qui va porter le reste de l'économie et devenir une force d'attraction aussi. Hein. Exactement. Alors, je voulais quand même qu'on termine par notre format Interview Express, mais alors vraiment, je vais avoir le temps de vous poser quoi? Allez, une question, Stéphane Distinguin. Vous l'imaginez comment, justement, le futur? Comment je l'imagine? Eh oui. Je l'imagine comme les plus jeunes. On a parlé beaucoup des usages des jeunes. Et quand vous me parlez de la question de la cancel culture et des woke, c'est pour moi, c'est des mouvements qui sont... Enfin, on a raison quand on a 20 ans. Moi, c'est vraiment un de mes leitmotifs. Donc c'est eux qui ont la réponse. C'est eux qui ont la réponse. Et moi, je ferai tout pour qu'il y ait toujours ceux qui ont 20 ans et la possibilité de se dire qu'ils ont raison. Merci beaucoup. Stéphane Distinguin, fondateur PDG de Faber Novel. Donc, votre essai « Et si on vendait la Joconde » chez JC Lattès, c'est un vrai voyage dans le marché de l'art, son économie et l'évolution des pratiques. Merci à tous de nous avoir suivis. À suivre, donc c'est notre rendez-vous dans l'espace. Nous, on se retrouve lundi. On aura évidemment plein de nouvelles autres discussions sur la tech. Excellent week-end.